Il l'a dit, hein, Bruno Le Maire veut assouplir davantage les conditions d'emprunt afin de relancer le crédit immobilier qui se porte, on le sait, plutôt mal. Plusieurs pistes ont été mises sur la table dans un entretien donné aux Parisiens par le ministre de l'Économie. Des pistes qui seront soumises aujourd'hui lors de la réunion du Haut Comité de stabilité financière, le HCSF, que Bruno Le Maire préside. Bonjour Charles. Bonjour David, bonjour tout le monde. Charles Sana, fondateur du site Insolentiae. On sait que la production de crédit immobilier en France est en chute libre depuis plus d'un an. On l'a commenté évidemment ici, c'est à cause de la violente remontée des taux d'intérêt de la BCE, ça on a compris. Maintenant, on a un exécutif qui veut assouplir les conditions d'octroi, notamment, on lance la première piste évoquée hier par Bruno Le Maire, le fait d'allonger la durée du crédit, qui est de 25 ans, limité plafonné aujourd'hui à 25 ans, potentiellement jusqu'à 27 ans, s'il y a d'importants travaux de rénovation. Est-ce que ça va dans le bon sens pour vous? Alors, bon, je ne sais pas s'il y a un bon sens ou un mauvais sens. Le Vous sens de avez, pouvoir emprunter un peu plus pour s'acheter la maison de ses rêves ou son appartement. oui, alors, je pense que si on ne peut pas acheter sur 25 et qu'on doit acheter sur 27, je pense que c'est une erreur pour beaucoup de ménages. Je pense que si en plus on conditionne ça à des travaux de rénovation énergétique qui sont conséquents, c'est encore plus une erreur parce que ça fragilise encore plus les acquéreurs. Donc moi, je ne suis pas en tant qu'économiste attentif à l'économie réelle et à la réalité de ce qu'est un pouvoir d'achat de ménage aujourd'hui et des incertitudes qui pèsent. Je ne suis pas un fervent défenseur de l'idée d'endetter plus les gens. Donc, je pense qu'aujourd'hui, le blocage du marché du crédit que nous avons, il y a un verrou réel, notamment sur ces fameux 35% d'endettement maximum autorisé, alors que là, effectivement, on pourrait faire la distinction par rapport au reste à vivre de certains ménages aisés, plutôt investisseurs, versus des ménages moins aisés et plutôt juste en acquisition de résidence principale. C'est pas tout à fait le même type de profil. Donc là, effectivement, on pourrait avoir une marge de manœuvre qui serait plus pertinente à mon sens que le fait de vouloir augmenter potentiellement la durée de crédit Alors, il faut être en précis, disant, ben jusqu'à voilà. 27 ans, si le montant des travaux équivaut à au moins 10% du crédit. La réalité, c'est que ça augmente la capacité d'endettement, que ça vous plaise ou pas. Non, non, mais c'est pas que ça me plaît pas, c'est que je suis d'accord avec vous techniquement, David, vous avez parfaitement raison. Ça permet d'augmenter la capacité d'endettement. Le problème, c'est qu'en augmentant la capacité d'endettement, on augmente aussi les risques qui sont pris Oui. par des familles. Et moi, c'est juste là-dessus que j'attire l'attention. Alors là, non pas du gouvernement qui se fiche bien de ce que je peux penser, mais en tout cas de ceux qui nous écoutent et qui pourraient être amenés à faire des crédits et à succomber à la tentation de crédits plus longs. On a vu ce que ça a pu faire notamment en Espagne lors de la crise dite de subprime. Vous et moi, David, on l'a vécu, on était suffisamment grands Il y et avait en des poste. crédits jusqu'à 50 ans en Espagne. Et oui, et vous avez vu les problèmes que ça a posé. C'est-à-dire que quand vous êtes amené par un accident de la vie, vous savez, c'est ce qu'on appelle les 3D, les décès, les déménagements, les divorces dans le secteur de l'immobilier. Quand vous êtes touché par l'un de ces 3D, vous êtes obligé bien souvent de revendre. Et comme vous avez un crédit qui est extrêmement long, eh bien, vous mettez tellement plus de temps à amortir le capital, vous payez d'abord beaucoup plus d'intérêts que si jamais vous avez une petite variation du marché immobilier dans le mauvais sens, c'est-à-dire à la baisse plutôt qu'à la hausse, eh ben, vous retrouvez ce qu'on appelle pompeusement en negative equity, c'est-à-dire qu'il peut y avoir des cas où ce que vous devez encore à la banque Et est supérieur. supérieur Eh oui. à la valeur de votre actif et au prix de vente que vous allez tirer de la vente de votre bien immobilier. C'est super grave. Et les ménages espagnols à qui c'est arrivé, ou bon, je prends les ménages espagnols parce que c'est vraiment beaucoup plus proche de chez nous, mais c'était la même chose lors de la crise des subprimes pour les ménages américains, même si là, c'était pas tant la durée de crédit que le fait qu'ils étaient à taux variable. Ça a entraîné ces negative equity et donc des gens qui perdaient tout. Et donc je dis attention, la durée de crédit, c'est pas du tout jouer sur la variable durée de crédit en termes de risque pour les gens et les ménages, c'est pas du tout la même chose que de dire tel ménage qui a vraiment des revenus très supérieurs, on peut Pourquoi c'est pas sur la table? déroger pour lui. Pourquoi c'est pas sur la table? Cet argument De de dire quoi? on regarde le reste à vivre et pas seulement les 35% d'endettement par Eh rapport ben, aux je revenus. suis d'accord avec vous. Pour moi, c'est le vrai sujet, c'est le reste à vivre du ménage. C'est ses revenus, c'est une situation
spécifique et chaque dossier est un petit peu différent. D'ailleurs, vous et moi, David, si on avait exactement les mêmes revenus, on aurait sans doute un reste à charge, un reste à vivre, pardon, un peu différent, pour la simple et bonne raison qu'on aurait sans doute des comportements de dépenses ou des comportements de vie un peu différents, puisque justement, on n'est pas tous pareils. Et donc, le rôle du banquier, le rôle du scoring bancaire, c'est ça, c'est d'être capable de dire, ben voilà, avec monsieur et madame, chacun 2500 euros de revenus, soit 5000 pour le foyer, 2 enfants pour les uns, 4 enfants pour les autres. Donc, on a bien une situation différente. Donc, on a bien un reste à vivre qui va être différent. Donc, il faut pouvoir, à mon sens, et c'est plutôt ça qui serait intelligent, il faudrait pouvoir rendre beaucoup plus juste et adapter chaque décision de crédit, donc donner plus de souplesse aux banques. Et les banques, honnêtement, David, donner des crédits, c'est leur métier depuis la nuit des temps. Et donner des crédits aux particuliers, c'est leur métier depuis la nuit des temps. Elles savent le faire, elles le font très bien. On peut pinailler, discuter, débattre de ce qu'elles font sur des gros marchés où elles vont parfois chercher des risques importants, sur les marchés financiers, ce genre de choses. Mais sur les crédits aux particuliers, objectivement, c'est quelque chose qu'elles savent faire bien. Donc, laissons plus d'autonomie aux banques. Je pense que ce serait effectivement une bonne solution. Il y a les règles 25 ans, effectivement, pour un prêt maximum, 35% de taux d'endettement. Voilà les 2 critères principaux. Mais, c'est surtout ça qui bloque. Pour moi, c'est surtout les 35% d'habits qui bloquent. Oui, mais elles peuvent déjà déroger aux critères d'octroi fixés donc, par le comité de stabilité financière pour 20% des dossiers sur 3 trimestres glissants et non plus sur un seul. Ça serait une des possibilités d'évolution. Ça paraît très technique d'observer ça effectivement sur 3 trimestres et pas un seul. Ça, là, encore une fois, ça peut aider ou pas à débloquer des dossiers? Bien sûr, si vous prenez, en fait, c'est très compliqué ça quand vous. On peut se dire c'est chouette, il y avait de quoi déroger. Et en fait, quand vous prenez ces critères-là et que vous les appliquez dans la vraie vie sur une vraie agence bancaire, moi j'en discutais avec les banquiers dans ma petite ville normande. Bon ben 20% sur X mois glissant machin, c'est rien en fait. C'est rien. Et donc, ils sont réellement bloqués sur des profils qui pourraient être tout à fait financés. La Banque de France dit que les 20% de flexibilité ne sont utilisés qu'à hauteur de 15% par les banques. Donc, oui, les banques ne vont pas utiliser 100% des flexibilités que les règles apportent. Mais parce que les règles bloquent ça. C'est-à-dire que vous ne pouvez, c'est pas parce que vous avez un maximum autorisé que vous pouvez techniquement après utiliser 100% de votre maximum autorisé. Pourquoi? Parce que vous prenez des marges, parce que vous n'avez pas envie de vous retrouver en situation de dépassement. Et vous savez, c'est comme quand on prend la statistique, David, sur 1,98 enfants par femme. C'est qui a le 0,98 enfants? On en a un, on en a deux, mais enfin on a des chiffres ronds en termes de nombre d'enfants. Même si en moyenne, on a des chiffres qui sont pas ronds. Et là, c'est la même chose. Vous dites c'est 20%, d'accord, c'est 20%, mais quand vous avez, pour passer de 15 à 20%, ça va être 0,5 clients de plus dans la vraie vie. Et le 0,5 clients de plus, vous pouvez pas le financer parce que soit vous allez vous retrouver à 22%, soit vous allez rester à 15%. Donc en fait, dans la vraie vie, c'est pas parce que vous avez autorisé 20% que vous pouvez faire 20%. La réalité, c'est comme si je demandais à tout le monde de faire 1,98 enfants par femme. Eh ben, on peut pas faire 1,98 enfants par femme. On en fait soit 1, soit 2. Et si jamais je vous sanctionne, si vous dépassez 1,98, eh ben, ça revient à dire que vous pouvez en faire que 1 et pas 2. Et ben là, c'est la même chose. Dans la réalité, dans la vraie vie, vous pouvez faire 15%, 18%, mais vous ne pouvez pas faire 20% parce que pour faire 20%, on dit 20%, c'est 20% des dossiers. On parle de 20% des dossiers. Hein, encore une fois, quand oui, mais ramenez ça à des agences, ramenez ça à des caisses, je peux pas citer de banque, mais quand vous prenez des banques mutualistes qui ont des caisses régionales, qui ont des caisses par ville, etc., et où chaque agence correspond à une caisse avec son propre bilan, etc., vous voyez bien que vous ne pouvez pas raisonner ou appliquer cette règle des 20%. Elle ne va pas avoir le même effet si vous calculez les octrois de crédit au niveau juste d'une agence ou si vous faites ces 20% au niveau de la banque de manière générale. Et derrière, il y a des sanctions. Donc attention, quand la Banque de France, elle édicte des règles, quand le gouvernement, au sens large, ils édictent des règles,
dans la déclinaison concrète de l'application de ces règles, eh bien, on a évidemment des effets de frottement qui fait que la Banque de France s'étonne qu'on n'aille pas à plein, mais je vous assure que c'est normal, pour la raison que je viens de vous expliquer. Ouais. On ne peut pas aller au plein. Si on va au plein, on dépasse les seuils. Et si on dépasse les seuils, on risque des sanctions. Ben, on ne dépasse pas les seuils, donc on reste en dessous. Donc on ne va pas à plein. Donc la Banque de France dit « Oh, ben, je ne comprends pas pourquoi on ne va pas à plein. Ben, descends sur le terrain et tu vas comprendre. » Après, la philosophie de la Banque de France, c'est de dire qu'on évite un relâchement généralisé des conditions d'octroi des crédits immobiliers pour prévenir l'accroissement du risque de surendettement. Vous pouvez le comprendre, ça. Ah non, mais ça, je suis très favorable à ça. C'est exactement par ça que j'ai commencé, en disant que moi, j'étais pas justement favorable au fait qu'on augmente la durée des crédits et qu'on passe de 25 à 27 et puis demain 30, 35. Et donc, je suis pas favorable à ça. Et donc, là-dessus, je partageais complètement l'objectif de la Banque de France qui consistait à dire, attention, on n'endette pas n'importe comment les ménages. Et n'oublions pas, David, que l'un des délits les plus graves pour les banques en termes de droit bancaire, de droit tout court, c'est ce qu'on appelle le soutien abusif. Une banque n'a strictement pas le droit de prendre le risque d'endetter un ménage, un chef d'entreprise, une société dont elle a conscience, en analysant le dossier, qu'elle ne peut pas rembourser ou que ça serait dangereux pour elle de rembourser. Ça s'appelle le soutien abusif bancaire. C'est très, très précis dans le droit français. Et donc, donc, les banques, vraiment, elles ne font pas n'importe quoi et elles ne veulent pas naturellement surendetter les gens. Les banques, d'ailleurs, ne demandent pas forcément l'augmentation ou l'allongement de la durée d'octroi de crédit de 25 à 27 ou 30 ans. Elles demandent plutôt un assouplissement, justement, des critères, et notamment de ces 35% de taux d'endettement max, assurance comprise. Tous les courtiers demandent effectivement à faire sauter ce verrou du taux d'endettement maximal à 35%. On se quitte juste là-dessus. Il reste cette mesure aussi mise sur la table par Bruno Le Maire, l'arrêt de la prise en compte du prêt relais dans le calcul du taux d'endettement. C'est toujours ça de prix ? Oui, c'est toujours ça de prix. Alors pareil, dans un marché, moi je suis pas fan de ça. Dans un marché qui est un marché baissier, qui est un marché qui est en retournement pour deux grandes raisons. La première, c'est bien évidemment l'énorme remontée des taux d'intérêt, et la seconde raison, c'est la transition énergétique avec tous les bâtis, les logements classés G, E, F, etc. Bon, et donc de toute manière, quand bien même les taux d'intérêt commenceraient à rebaisser, que de toute manière, on a une vraie problématique de réajustement des prix en fonction de la qualité du bâti et de son DPE. Donc de toute manière, on est sur un retournement de marché structurel en dehors même des conditions de financement. Donc, si vous avez un bâtiment, un logement G que vous voulez revendre et que vous prenez un prêt relais dans un marché qui se retourne, vous savez pas combien de temps vous risquez d'être collé avec votre logement et combien de temps vous allez mettre à le vendre ou la moins-value que vous risquez de constater. Donc, attention, moi, les prêts relais dans ces conditions-là, j'attire l'attention sur le fait que un prêt relais dans un marché hyper haussier, c'est pas très risqué. Un prêt relais dans un marché baissier ou dans un marché incertain, c'est plus du tout le même degré de risque. Donc, vraiment, pour moi, la mesure la plus juste, ça serait de faire confiance aux banques, d'assouplir cette règle des 35% de taux d'endettement, des revenus, et de laisser jouer les banques là-dessus en disant, ben voilà, Monsieur Dupont, on a une très bonne connaissance des finances de Monsieur Dupont. Monsieur Dupont, on peut l'endetter jusqu'à 40%, mais par contre, Monsieur Durand, il est déjà découvert tous les jours, donc lui, de toute manière, on va même pas l'endetter à 35, on va le laisser qu'à 30 max, parce que sinon, ça risque de pas passer. Donc voilà, je pense, ce qui est raisonnable. Allez, merci beaucoup. On en saura plus dans les prochaines heures puisque le HCSF, le Haut Comité de Stabilité Financière, se réunit aujourd'hui, présidé par Bruno Le Maire. Merci à vous, Charles Sana, fondateur du site Insolentiae. Salut Charles. Merci David, merci à tout le monde.